Bonjour à tous et à toutes. Je voulais tout d'abord remercier le CNRD qui quand même a été mon premier partenaire et qui a été une énorme aide depuis le début de nos travaux d'évaluation, de standardisation et de mise en place de la musicothérapie, notamment des interventions musicales en milieu hospitalier par le biais de la recherche clinique. Donc, je vais vous présenter une petite revue de la littérature en vous parlant aussi bien sûr de notre expérience française. Et donc j'ai commencé, je vous ai ramené une petite diapositive juste pour vous remettre dans le contexte et pour vous rappeler que l'utilisation de la musique dans un but thérapeutique est ancestrale. Depuis la nuit des temps, notamment le berceau de l'humanité, en Afrique, les sorciers, les guérisseurs, les chamans utilisaient bien sûr des plantes à visée thérapeutique, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la phytothérapie, mais elles étaient toujours associées à de l'incantation, à des danses et à des rythmes. Et de façon complètement naturelle, l'homme, depuis le début de son évolution, a associé la musique dans le processus de soins. Donc, dans la Bible, on retrouve le fameux exemple de la lyre de David qui va guérir le roi Saül de sa dépression. Les plus grands philosophes insistent énormément sur la valeur pédagogique et éducative de la musique pour le bien-être et pour la bonne évolution de l'homme. Et pour Platon notamment, alors hélas on ne voit rien, mais si vous regardez, c'est écrit « La gymnastique concerne le corps et la musique pour l'âme ». Et déjà à cette époque, les plus grands philosophes qui sont considéraient que la gymnastique serait effectivement la médecine du corps et la musique la médecine de l'âme. Donc une prise en charge globale basée sur le corps et l'esprit. Et la musique entre parfaitement dans cette philosophie de soins pluridisciplinaire et globale. Alors à travers les siècles, on retrouve des milliers et des milliers d'exemples d'utilisation de la musique dans un but thérapeutique, mais c'est surtout à partir des années 60 qu'on découvre les premiers travaux scientifiques avec des méthodologies très rigoureuses qui ont permis d'objectiver l'impact de la musique dans le traitement de la douleur. Donc, je vous ai ramené une référence notamment de Suppression of Pain by Sound de Gardner, qui déjà en 1960 publiait dans Science, la revue dans laquelle de nombreux scientifiques rêveraient de pouvoir publier, une étude qui a démontré que lors d'une extraction dentaire, on réduisait l'anxiété, la fréquence des nausées et une moindre intensité de la douleur. On retrouve aussi des travaux vraiment fondamentaux, très bien construits, publiés dans Pain, qui montrent que l'impact de la musique n'agit pas forcément juste du fait de détourner l'attention de la douleur, comme on pourrait lire le journal ou regarder la télé, mais que la valence émotionnelle de la musique va interagir directement sur la composante émotionnelle de la douleur. Donc ce sont des très beaux travaux, et notamment aussi en 2011 et qui a été réactualisé en 2006 et qui a été réactualisé en 2011, une Cochrane Database, donc une revue de la littérature qui répertorie déjà plus de des centaines d'articles sur musique et douleur et qui nous montre qu'il y a déjà un vrai intérêt à développer des traitements non médicamenteux dont la musicothérapie fait bien sûr partie. Donc aujourd'hui, on a des applications et des exemples d'utilisation en termes de recherche clinique très variés. Tout à l'heure, on va parler de l'anesthésie et de la réanimation principalement. Il y a des études en cancérologie, en pédiatrie, en obstétrique. Une équipe est en train de faire un PHRIP aussi à Paris en ophtalmologie, donc sur la chirurgie. Et on retrouve comme ça beaucoup d'applications différentes d'utilisation de ces techniques. Je me suis permis de faire cette petite diapositive juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte, et ce qui est quelque chose de très important. C'est qu'aujourd'hui, on va parler plus d'intervention musicale dans le traitement de la douleur. Le terme musicothérapie est aussi réservé à des musicothérapeutes qui sont rattachés à une fédération française de musicothérapie. Et donc, le terme musicothérapie va être vraiment spécifique à partir du moment où la musique est utilisée par un professionnel formé. Donc, il y a ce qu'on appelle la musicothérapie réceptive, avec une tendance quand même très forte orientée vers la psychanalyse. Il y a une musicothérapie plus active, qui va être basé sur la pratique instrumentale. Et là, vous comprendrez qu'il est indispensable d'être musicien, de pouvoir maîtriser l'instrument pour pouvoir utiliser ces techniques, qui sont aujourd'hui en cours de reconnaissance, et notamment le statut de musicothérapeute. Et on différencie bien dans les articles scientifiques, vous ferez attention à ça, quand vous faites une revue de la littérature, il y a l'impact de la musique ou des interventions musicales sur la douleur, ou il y a l'impact de la musicothérapie dans la douleur. Donc aujourd'hui, on va plus parler d'intervention musicale, puisque dans le traitement de la douleur, j'allais dire qu'à peu près 80 à 90% des articles sont publiés par des soignants, des infirmières, des aides-soignantes, des anesthésistes, des médecins, qui, eux, évaluent l'impact de la musique dans le traitement de la douleur. Donc, par contre, c'est indispensable que le soignant soit formé
à l'utilisation de la musique. Donc ce sont des formations quand même beaucoup plus courtes que celles de musicothérapeute qui nécessitent 3 ans d'études. Très rapidement, en faisant la revue de la littérature, quels sont les premiers, les principaux, hein, c'est pas tous les facteurs, les modes d'action de la musicothérapie et de la musique, mais ce sont les principaux. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la musique va interagir directement et moduler toutes les composantes même de la douleur qu'on retrouve dans la définition de la douleur de l'OMS ou de l'IASP. Donc la douleur a une composante bien sûr sensorielle, l'intensité, cognitive, cognitivo-comportementale comme on l'appelle aussi, une composante émotionnelle et affective évidente, et bien sûr dans la douleur, notamment chronique, il y a des répercussions psychosociales. Et ce qui est vraiment intéressant avec la musique, c'est que la musique est un stimuli multidimensionnel qui va interagir et moduler l'ensemble de ces composantes de la douleur. Donc la musique, bien sûr, au niveau sensoriel, c'est une mise en vibration de l'air. La musique, c'est physique. J'aime bien cette expression qu'on dit « la musique nous touche ». La musique ne fait pas que nous toucher émotionnellement, mais elle nous touche physiquement. Quand je vous parle, le son qui se répand dans l'air, c'est une vibration qui va tout simplement toucher votre tympan, et votre tympan va se mettre à vibrer. Donc quand on se parle, quand on écoute de la musique, on se touche physiquement. Et la musique va nous toucher, notamment au niveau de la douleur. Donc cognitif, affectif, émotionnel, bien sûr, la mélodie qui va être mineure ou majeure, qui va représenter une palette d'émotions très large, va aussi pouvoir améliorer et moduler le vécu douloureux du patient. Et bien sûr, la fonction première de la musique, c'est peut-être de créer du lien aussi. Et il y a une relation aussi psychosociale, il y a une mise en relation entre le patient et le soignant qui va se construire autour de ces séances et de ces interventions musicales. Je vais juste vérifier un petit peu le temps. Voilà, donc en faisant une revue de littérature aujourd'hui simplifiée, vu qu'elle a été faite uniquement sur Medline, alors elle est toute fraîche, mais aujourd'hui quand on fait musique et pain et douleur sur cette base de données la plus reconnue aujourd'hui, on retrouve quand même 1062 articles, dont 241 études, dont 224 études contrôlées randomisées. Alors vous allez voir que les techniques aussi de ces interventions musicales dans la prise en charge de la douleur ont un lien très très étroit avec l'hypnose. Et l'hypnose, c'est bien sûr des suggestions verbales, et la musique, vous allez voir, va pouvoir jouer un rôle aussi important dans ces actions. Donc hypnose et douleur, on retrouve ici 1800 articles, dont 244 études cliniques, dont 217 études contrôlées randomisées. Et on voit qu'il y a une vraie évolution en parallèle entre les techniques d'hypnose et les interventions musicales qui vont agir, vous allez voir, sur les mêmes procédés. Puisque la musique est un langage, et le langage est une musique. Toute une histoire de tempo, d'intonation, et il y a vraiment des liens en parallèle. Donc vous voyez aussi qu'en 2016, il y a une étude qui a comparé l'impact de l'hypnose et de la musique. Et les résultats montrent qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Les deux ont été efficaces dans le traitement de la douleur et de l'anxiété. Une des plus grosses littératures scientifiques, revue de la littérature qui a été publiée en 2015 dans la fameuse revue The Lancet, a été très intéressante puisqu'elle a analysé, elle, plus de 4261 articles, notamment sur musique et douleur post-opératoire. Ici, pourquoi 4000 articles? C'est qu'ils ont aussi récupéré, ils ont fait beaucoup plus de recherches dans les bases de données, donc en base, Sciences Directes, mais ils ont aussi intégré tous les résumés présentés dans des congrès scientifiques. Et au total, 73 études contrôlées randomisées ont été incluses dans l'analyse, dans cette méta-analyse, et les résultats ont été significatifs sur l'impact de la musique sur la douleur, sur l'anxiété, sur les consommations médicamenteuses, ce que nous aussi on démontre dans nos études françaises dans beaucoup d'indications, et une augmentation significative aussi de la satisfaction et du confort des patients en situation post-opératoire. Quand on fait une revue de la littérature générale, je vous dis surtout depuis les années 90, où là ça se développe de façon exponentielle, on a réussi à retrouver des facteurs prédictifs de réussite. C'est plus comme dans les années 80, on mettait simplement de la musique, la radio dans une salle de réveil. Aujourd'hui, toutes les études tendent à montrer qu'un des facteurs principaux de réussite va être le choix de la musique en fonction du patient. On s'aperçoit dans une étude, encore une qu'on fait au Canada en ce moment, qui nous montre que pour un même patient, il y aura une musique qui sera préférée, et pour un autre patient, la même musique sera la musique la moins appréciée pour le patient. Et en fait, on va travailler sur le facteur agréable. Dans le traitement de la douleur, c'est important de stimuler le patient par des émotions jugées agréables. Et la musique est un vecteur émotionnel très puissant. Donc, choix de la musique par le patient. Musique instrumentale aussi. Dans le cadre de la relaxation et de l'induction musicale, on va favoriser la musique instrumentale et non
avec des paroles et des textes. La recommandation nous parle de 20 à 60 minutes. À partir de 20 minutes, on arrive à avoir déjà des modifications physiologiques et ça correspond aussi à certains cycles du sommeil et de relaxation, sachant que pour certaines inductions ou quand on veut associer ces interventions musicales à un soin ou un geste douloureux, on devrait aussi pouvoir bénéficier de la musicothérapie le temps d'une pause d'un cathéter, le temps d'une VNI, comme on va en parler tout à l'heure, qui peut durer 1 heure. Donc on peut adapter le temps de la séance en fonction de l'intervention médicale. Les recommandations aussi nous parlent de techniques standardisées. Il faut pouvoir que ça puisse être reproductible et standardisé. Donc, c'est sur quoi, vous allez voir, on a travaillé. Et bien sûr, ça fait partie aussi de la recommandation de la HAS sur les traitements non médicamenteux. Ça doit être appliqué par un personnel formé à ces techniques. Ce n'est pas juste mettre un casque à un patient et lui dire on va écouter un peu de musique. C'est toute une induction et aussi des suggestions hypnotiques. Le patient va lui dire maintenant vous allez vous installer dans une position confortable, vous allez vous laisser guider par la musique, je vous invite à respirer profondément. Et toutes ces inductions un petit peu d'hypnose conversationnelle sont fondamentales à la bonne réussite de ces techniques, et notamment de la musicothérapie. Donc là, je vais vous parler aussi un petit peu de l'expérience française, puisque nous, comme disait tout à l'heure Isabelle, ça fait plus d'une quinzaine d'années aujourd'hui qu'on travaille sur le sujet de l'évaluation de la musique, de l'évaluation de l'impact de la musique sur la douleur. Et en reprenant tous ces facteurs de réussite, on a standardisé et rendu reproductible une technique qui aujourd'hui montre ses preuves d'efficacité grâce au soutien, grâce à toutes les études qu'on a pu faire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette séquence en U? Comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être une intervention musicale. On ne va pas parler de musicothérapie, sauf que la séquence en U en elle-même n'est qu'un outil, et si elle est utilisée par un musicothérapeute, on appellerait ça de la musicothérapie. Donc c'est basé sur les principes de l'hypnose. Ici, on va remplacer les suggestions verbales par une induction musicale. Et donc, c'est une intervention, la séquence en U, comme je vous le disais tout à l'heure, qui répond parfaitement à toutes ces recommandations scientifiques. Très concrètement, le temps de l'écoute musicale va durer donc 20 à 60 minutes. Là, j'ai mis 20 minutes, mais ça peut être adaptable en fonction du temps des besoins du patient. Et on va tout simplement partir ici d'un rythme stimulant qui va représenter un petit peu l'état de conscience du patient, son état d'anxiété. Adapter toujours cette séquence en U, comme vous le voyez à gauche, va être choisi en fonction des goûts du patient. Donc il peut y avoir la musique classique, la musique jazz, la musique du monde, dans tous les styles. Et on va progressivement amener le patient à la détente par les variations des rythmes musicaux. Le tempo va être ralenti, le volume aussi, les fréquences vont être de plus en plus basses, qui vont représenter l'état de relaxation profonde. On va descendre comme ça progressivement vers un état de relaxation, symbolisé par un rythme très lent, où la pulsation musicale n'est presque plus perceptible. Et ensuite, il y a la reprise progressive de l'état de conscience, après avoir traversé cet état modifié, qui va être effectivement symbolisé ici par une réintroduction du rythme musical et d'une formation orchestrale plus importante. Et le patient a suivi tout un parcours sensoriel, une expérience qui lui permettra de gérer ses douleurs. Donc ici, je vous ai mis des photos de compositeurs qui collaborent avec nous sur ce projet depuis aussi de nombreuses années. Et la musique est exclusivement originale, que le patient n'a jamais entendue, pour pas qu'il y ait des effets aussi de mémorisation négative comme ça peut avoir et comme on s'est déjà rendu compte. En réanimation, on leur fait écouter du Jim Morrison, la musique qu'ils aiment. Finalement, quand ils sortent de l'hôpital et retombent sur du Jim Morrison ou du Jimi Hendrix ou peu importe, tout de suite, ça va être associé à un moment, hélas, traumatique ou négatif en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on travaille que sur la musique originale. Aujourd'hui, suite à différentes indications, on a aussi développé le montage en L, juste pour favoriser l'anesthésie. Là, c'est l'expérience de l'APHP. Tout à l'heure, Yolène, Jonathan vous en parleront. Et le montage en J pour le post-opératoire. Au moment où le patient se réveille, là, on va commencer très calmement et on va l'éveiller musicalement. Et là, dans les études, ils arrivent à réduire de 30% les consommations médicamenteuses, enfin appuyant en gros 30% en moins sur les pompes à morphine. Rapidement, je crois que mon temps est presque dépassé. Je vous mets juste quelques petits témoignages de patients, c'est quand même intéressant. C'est aéré, c'est souple, c'est douleur chronique. C'est doux, et puis voilà, on oublie. C'est vrai que c'est une expérience quand on a mal partout comme ça, des douleurs qui vous assaillent, on ne sait pas d'où elles viennent, mais bon, ça vous brûle le corps. Et sincèrement, 20 minutes de relaxation comme ça, c'est un vrai massage de l'esprit, on oublie. Moi, j'ai oublié mon corps là.
Je me suis pas rendu compte quand ça a démarré. Donc quand on m'a dit que c'était fini, j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes, quoi. Quand il m'a expliqué la procédure, il m'a parlé, il m'a dit ce sera comme une sorte d'hypnose. Je lui ai dit, je pense ne pas être le bon client pour ça, j'y crois pas une seconde. C'est pour ça que j'étais très surpris parce que dans l'ensemble, je me suis rendu compte de rien. Ce rythme-là va permettre vraiment d'atteindre une diminution de l'activité cérébrale de type sédative, en tout cas relaxante. Lorsqu'on parle au patient, il est tout à fait apte à vous répondre. Mais il aura vraiment l'impression d'avoir été déconnecté et que le temps n'a plus de valeur. On voit bien que les patients ont vraiment cette sensation que l'acte a duré que quelques minutes, alors que le plus souvent, il a duré 45 minutes à 1 heure. Voilà, donc c'est quand même voilà, il y a vraiment un lien direct entre l'hypnose et la musicothérapie au niveau des effets, des modes d'action. Il me reste 1 minute pour conclure. Très rapidement, justement, des petites études françaises qui nous montrent bien l'impact de la musique au niveau physiologique et aussi avec des critères objectifs et subjectifs. L'indice bispectral, vous voyez bien que c'est corrélé, donc l'effet de relaxation est corrélé avec le montage musical dans cette étude contrôlée, et le niveau de douleur à droite est significativement beaucoup plus bas par rapport au groupe contrôle. Donc très concrètement en France, aussi première étude contrôlée grâce au financement de la fondation CNP, qui nous avait confirmé qu'on arrivait à réduire de façon significative l'intensité de la douleur et même les consommations d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Étude 2016 aussi, donc une collaboration avec l'INSERM et l'Ohio State University, où là on fait de la recherche de facteurs prédictifs. Et dans cette étude qu'on vient de publier, en cours, le résultat principal est aucune différence entre les hommes et les femmes, notamment durant une coronarographie. Étude aussi en cours, alors ça c'est un résultat intéressant et après je m'arrête, c'est qu'on s'aperçoit que cette intervention musicale serait plus efficace chez les patients non musiciens, en tout cas chez les musiciens professionnels, on a un peu moins de patients répondeurs. Là c'est la très belle étude qui va vous être présentée, mais étude française par l'équipe de la PHP, avec Yolène et Jonathan. Et pour conclure, excusez-moi, donc la revue de littérature internationale depuis les années 90 et nos 15 ans d'expérience dans le domaine en France nous montrent et nous démontrent que la musicothérapie et les interventions musicales permettraient de réduire de façon significative la douleur et ses composantes associées, telles que l'anxiété, la dépression, bien sûr des consommations médicamenteuses dans certaines indications, on ne va pas arrêter le médicament, mais le médicament va être plus efficace et dans certains cas on va pouvoir le réduire. La satisfaction est toujours très bonne. Et en plus de ça, il y a le côté verbalisation qui est fondamental. Le patient exprime aussi à la fin de sa séance tout ce qu'il a ressenti. Donc une relation d'écoute symbolisée par la musique qui est vraiment très très forte. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, excusez-moi.